OK. Bonjour à tous. Alors, on va vous donner, Étienne et moi, un webinaire sur les perspectives des marchés. Le plan de la présentation, c'est le plan habituel. On va commencer par les offres et demandes américaines. Ensuite, on passera au marché international et on conclura évidemment avec le marché local. Suivant. Alors, commençons par les offres et demandes aux États-Unis. D'abord, le maïs. Le rapport du mois de mai était très intéressant parce que c'était la première fois que l'USDA nous donnait un portrait pour l'année à venir 2021-2022. Donc, si vous voulez bien, on va se concentrer sur la colonne de droite. Les superficies ensemencées que vous voyez, 91,1 millions d'acres, c'est basé sur le rapport du 31 mars qui donnait les intentions d'ensemencement. Donc, gardez à l'esprit que ces superficies, ce sont les intentions du mois de mars. On y reviendra là-dessus. L'USDA a utilisé un rendement très bon de 179,5 boisseaux de l'acre, ce qui nous donne une production d'environ 15 milliards de boisseaux. Si vous regardez un peu plus bas, la demande de l'éthanol est prévue rebondir à 5 200 millions de boisseaux en raison, on va dire, de la fin de la pandémie et du retour à la normale. On va voir ça un peu plus tard. Et puis, un chiffre très intéressant, les exportations. L'USDA a utilisé un niveau de 2450 millions de boisseaux, donc en baisse par rapport à 2020-2021. Mais on peut avoir certaines questions là-dessus. Entre autres, est-ce un chiffre un peu conservateur? Toujours est-il qu'avec cette offre et demande, on finit avec des stocks de report d'environ 1,5 milliard de boisseaux, donc 1507 millions comparativement à 1257, une augmentation des inventaires, mais il faut le souligner, une situation qui demeure quand même très serrée, avec finalement un prix moyen aux producteurs prévu atteindre 5,70 $ le boisseau, comparativement à 4,35 $ pour 2020-2021. Suivant. Alors, regardons d'abord la production hebdomadaire d'éthanol aux États-Unis. Si vous suivez la ligne assurée pour 2020-2021, donc vous voyez qu'on avait eu quand même une baisse notable par rapport à la normale, mais qu'on revient tranquillement, presque, je vous dirais, au niveau d'avant la COVID. La production hebdomadaire est quand même remontée au-dessus du seuil du million de barils par jour. C'est quand même quelque chose de positif. Et avec la campagne de vaccination qui a lieu aux États-Unis, on est en droit d'être quand même optimiste là-dessus. Suivant. Maintenant, regardons un petit peu les exportations de maïs aux États-Unis. Ici, vous voyez l'évolution des 12 dernières années. On peut voir qu'en 2019-2020, le programme d'exportation américain avait été relativement faible, entre autres à cause de la concurrence brésilienne, mais aussi parce que bon, il y avait encore des démêlés avec la Chine et autres. Ceci dit, la Chine est apparue quand même après cela. On peut le voir en 2020-2021 avec un niveau d'exportation de 2775 millions de boisseaux, principalement dû, je vous dirais, à la demande chinoise. Maintenant, quand on regarde la prévision pour l'année prochaine, même s'il y a une certaine baisse, les exportations sont quand même estimées à un niveau très élevé, à plus de 2,4 milliards de boisseaux. Suivant. Alors, les stocks de fin de maïs aux États-Unis, on peut voir qu'avec un niveau estimé en 2022 à 1507 millions de boisseaux, on est quand même à un niveau qui est bas, historiquement bas. C'est sûr, on a un gain par rapport à 2021, mais malgré tout, si on se compare aux 4-5 dernières années, c'est un niveau serré. C'est sûr qu'on n'est pas aussi bas qu'en 2012-2013 où il y avait eu quand même la sécheresse aux États-Unis. Suivant.
Maintenant, voilà le contrat courant du maïs pour les 12 derniers mois. Bon, écoutez, le contrat courant a plus que doublé en valeur. La hausse a été progressive, mais soutenue. Et puis, il y a eu quand même une flambée, vous pouvez le voir, à partir du mois de mars, tout simplement suite au rapport sur les intentions d'ensemencement. Le marché est tablé sur une forte augmentation des superficies de maïs à peut-être 93, 94 ou même plus, dépendamment des estimés. Et puis, on se retrouve avec 91 millions d'acres, donc bien en dessous des attentes. Le marché est monté. On a atteint un pic le 7 mai à 7,72 et 3 quarts. Et puis par la suite, il y a eu quand même un certain fléchissement. Quoique ici, on vous montre, la diapo a été faite en date du 28 mai. Le dernier niveau du contrat à terme est quand même plus élevé que ça. On est autour de 6,80 au moment où je vous parle. Le fléchissement est dû au fait que le marché est convaincu que les superficies ensemencées vont être supérieures aux intentions euh, en raison des prix élevés, mais aussi du fait que les semis ont eu lieu dans de bonnes conditions et ont été hâtifs au mois de mai. Et là, je laisse la parole à mon collègue. Parfait, merci Ramzi. Donc, pour le porta du soya, c'est un peu pareil comme celui du maïs, c'est-à-dire que, bon, on a des hausses de superficie au niveau là, du soya par rapport à l'année dernière. Et c'est des estimations qui ont été publiées le 31 mars dernier. Donc là, avec un rendement moyen élevé, on se retrouve avec une production de 4 millions, 4, voyons, 4,4 milliards de boisseaux aux États-Unis. Donc, ça fait une bonne production. Par contre, on a quand même un bon programme d'exportation, même si on constate une baisse par rapport à l'année dernière, parce que l'année 2020-2021 a été surprenamment étonnante au niveau des exportations. Et le résultat final, c'est qu'on se retrouve avec des stocks de report qui sont de 140 millions de boisseaux, soit 20 millions de boisseaux de plus que l'année dernière. Tout aussi bien dire que les stocks sont identiques à ceux de l'année dernière. Donc, on se retrouve avec des jours d'utilisation qui sont de 12. Donc, les États-Unis sont autonomes jusqu'à 12 jours d'utilisation à la fin de 2021-2022, ce qui est extrêmement serré, d'où le prix moyen qui est en hausse à 13,85 US le boisseau pour les producteurs américains. Au niveau des exportations, bon, on peut constater d'une part que bon, les exportations ont été constamment en hausse pratiquement de 2010 jusqu'à 2017-2018. Puis, bon, on a eu la guerre commerciale qui a eu un impact sur les exportations américaines, comme vous pouvez le voir. Et 2020-2021, bien, ça a été un record en termes d'exportation aux États-Unis. Et l'année 2021-2022 reste quand même conservatrice à 2 millions et 2 milliards 0,8 boisseaux de soya aux États-Unis. Donc, on se retrouve quand même à un niveau conservateur, mais il faut savoir aussi que bon, le Brésil est quand même un grand joueur et que la récolte a été extraordinaire là, cette année. Donc, la compétition est féroce au niveau du soya. Les stocks de faim aux États-Unis, ben là, vous pouvez voir que l'échelle est assez frappante. Donc là, 2010-2011, on commençait avec des stocks d'environ 200 millions de boisseaux. Et bon, on a eu une certaine évolution qui tournait autour du 200 millions de boisseaux avec un cru en 2013-2014, puis frappa la guerre commerciale qui fait en sorte que les stocks sont montés à presque 1 milliard de boisseaux, puis une diminution par la suite et on a atteint un certain plancher à 120 millions de boisseaux pour 2020-2021 qui sont, soit dit en passant, toujours des estimations. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé, mais on s'enligne vers cet objectif. Donc, les stocks devraient être excessivement serrés pour 2021-2022 à 140 millions de boisseaux, et ce, malgré le fait que l'utilisation, elle, est en augmentation. Donc, c'est de plus en plus serré. Au niveau du prix du contrat à terme, on peut voir que malheureusement, vous voyez là, une certaine augmentation progressive, là, mais il faut se rendre compte que l'échelle est quand même est assez énorme. Là. Donc, on se retrouve là, avec des échelles de 2 là, ici. Donc, on commençait l'année passée, en mai, à environ un contrat qui est légèrement au-dessus du 8 le boisseau, à 8,4850 le 27 mai 2020. Et par la suite, on a atteint un pic jusqu'au 12 mai dernier à 16 et 60
cents et demi le boisseau aux États-Unis, puis le 28 mai était autour de 15,30 $ et demi le boisseau. Et présentement, si je regarde mon téléphone, il est à 15,62 $ le boisseau, donc une légère augmentation par rapport au 28 mai, mais on se retrouve quand même dans les mêmes eaux. Donc, on se retrouve avec des prix qui sont excessivement élevés. La question qui tue au niveau là, des marchés, c'est de savoir où est-ce que ça va s'en aller les superficies ensemencées aux États-Unis en termes de maïs, soya et blé. Donc, pour 2021, on constate que bon, la situation est relativement stable par rapport aux dernières années. Par contre, les superficies de blé, elles, sont en constante diminution. Et ça peut paraître assez minime là, comme diminution, mais si on se rapporte par rapport à l'historique aux États-Unis, il faut savoir que les superficies de blé sont à un creux historique en plus de 100 ans de compilation de données. Donc, ça reste un creux qui est assez important, alors que les superficies de maïs et de soya sont stabilisées. Et ça, dans un contexte de prix qui sont excessivement élevés. Donc, tous les producteurs qui nous écoutent présentement, vous le savez, là, les prix sont énormes en ce moment. Donc, ça vous donne un incitatif à semer davantage de maïs et de soya. Et pourtant, les estimations de l'OSDA montrent plutôt une certaine stabilisation. Donc, il faudrait probablement s'attendre à une certaine augmentation dans ces superficies-là dans le prochain rapport, qui est dû le 30 juin. Donc, pour l'instant, les superficies ensemencées de maïs sont à 91,1 millions d'acres, mais la plupart des analystes tablent plutôt pour un 93 à un 94 millions d'acres. Donc, une augmentation avec un rendement qui demeure stable donnerait quand même un changement, un bilan différent au niveau des stocks aux États-Unis. Au niveau du soya, on part de 87,6 millions de boisseaux, de millions d'acres, et on augmenterait à 89 ou à 90 millions d'acres, ce qui donnerait également un petit peu plus de stock, quoique dans le cas du soya, sont déjà très, très, très serrés. Donc, ça viendrait quand même atténuer la situation, mais ça ne changerait pas complètement le bilan. Donc, pour l'instant, les superficies de maïs et soya compilées sont à 178,7 millions d'acres, mais on pourrait se retrouver facilement à 182 millions d'acres et plus. Donc, il va falloir attendre le rapport du 30 juin pour avoir une meilleure idée de l'état des ensemencements aux États-Unis. Et là, je cède la parole à Ramzi. Ah, excusez-moi. Le taux de change, j'ai oublié le taux de change. Donc, un autre effet, un autre élément qui est fondamental dans le domaine des grains, c'est le taux de change. Donc, étant donné que la bourse est en dollars US et que nous, on vend en dollars canadiens, ça a un impact direct sur le prix des grains. Donc, au niveau bon, vous savez, depuis la pandémie, le dollar a fléchi, mais par la suite, c'est quand même graduellement rétabli et est et a une bonne force, là. Donc, on est passé d'environ d'un dollar qui était à peu près à 72 cents à présentement autour de 83 cents US, là. Donc, on est à un dollar qui est très fort présentement. Donc, ça a un effet baissier sur le prix des grains transigés en dollars canadiens. Un autre élément qui est important de regarder, c'est le taux de change du réal brésilien en dollars US. Donc, on a un peu de la difficulté à le voir, là, mais depuis la pandémie, le réal a perdu en valeur, mais reste quand même relativement stable depuis la pandémie, contrairement au dollar canadien qui, lui, s'est rétabli là, depuis un certain temps. Donc, le réal brésilien demeure relativement faible par rapport à par rapport à l'année dernière et fait en sorte que le maïs et le soya brésilien demeurent très compétitifs par rapport à son compétiteur principal qui est les États-Unis. Maintenant, je cède réellement la parole à Ramzi. Bon, merci Étienne. Là, on va passer aux offres et demandes à l'international et commençons par le Brésil. Vu que c'est l'hémisphère sud, je vous inviterai à regarder les colonnes du milieu 2020-2021 parce que pour le soya, la récolte est achevée. Donc, le chiffre que vous voyez qui est de 129 millions de tonnes est presque final. Bon, il pourrait y avoir certaines révisions. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de regarder la colonne du maïs. On montre 102 millions de tonnes, mais au moment où on se parle, ce chiffre va très probablement être révisé à la baisse. C'est que les 3/4, sinon 80% de la production brésilienne de maïs, il s'agit de la deuxième récolte de maïs qu'on appelle safrina et qui est semée après le battage de la fève. Le problème cette année est double.
D'une part, le soya a été semé tardivement et donc récolté tardivement, ce qui veut dire que le maïs safrina a lui aussi été semé tardivement. Et en même temps, la saison des pluies a fini très vite, très tôt, en fait, à la fin avril. Ce qui fait qu'au lieu d'un chiffre 102 millions de tonnes, qui est très comparable, en fait, identique à celui de l'année d'avant, les estimations actuellement convergent plutôt vers 90 millions de tonnes, voire peut-être même en dessous. Alors, ça a un impact sur les exportations brésiliennes, surtout de maïs. Bon, commençons par le soya. On montre ici, parce que vous savez, à cause du décalage des hémisphères, donc on montre 86 millions de tonnes pour le Brésil, pour le soya, ce qui est un chiffre un peu plus bas que l'an passé, mais quand même élevé. Je veux dire, le Brésil demeure en tête pour les exportations de fèves. Par contre, le 35 millions de tonnes d'exportation de maïs, lui, est très, très discutable. Fort probablement que la semaine prochaine, l'USDA va l'abaisser dans son rapport mensuel. À combien? Ben, ça va dépendre à combien il baisse la production, mais je vous dirais pour chaque million de tonnes de production de maïs en moins, ben, ça va être 1 million de tonnes d'exportation de maïs en moins, ce qui est quand même important parce que si vous regardez la diapo suivante, qui nous donne l'Argentine, ben écoutez, en fait, si tu peux aller à la suivante, Étienne, puis on viendra à Ah, OK. celle-là. Oui, merci. Comme vous pouvez voir, l'Argentine et le Brésil, normalement, sont les deuxièmes exportateurs mondiaux de maïs à égalité, 34-35 millions de tonnes, sauf que cette année, évidemment, si le Brésil chute, il va y avoir un manque. Tu peux revenir à la précédente. Merci, Étienne. Alors, pour l'Argentine, le portrait est un peu mitigé, mais il n'y a rien de désastreux. On parle de production. À nouveau, regardez les colonnes du milieu. 47 millions de tonnes de maïs, 49 millions de tonnes de soya, en baisse par rapport à l'année d'avant, mais bon, c'est quand même raisonnable. C'est que l'Argentine a eu une saison météo un petit peu capricieuse, des moments de sécheresse suivis de précipitations. Bref, ça a été, disons, un portrait assez mixte. Quant à 2021-2022, les colonnes de droite, écoutez, c'est vraiment trop tôt. C'est des pures projections à ce stade-ci. On verra dans quelques mois. Alors, si on passe à la suivante, au niveau des exportations de maïs, l'Argentine devrait quand même exporter 34 millions de tonnes cette année, donc un niveau relativement stable par rapport aux années précédentes. Si je ne vous montre pas le soya, il faut juste se rappeler qu'à cause des tarifs en vigueur, l'Argentine exporte principalement du tourteau de soya et non pas de la fève. Suivante. Alors maintenant, passons à la Chine. Évidemment, le plus grand acheteur mondial de grains, le premier importateur. D'habitude, on vous montrait la fève. Et pour le soya, comme vous pouvez le voir, pour l'année qui s'achève, on parle d'un niveau record 100 millions de tonnes. Et pour l'année prochaine, un nouveau record 103 millions de tonnes d'importation. Donc, le contexte de la guerre commerciale États-Unis-Chine de 2018-2019 est terminé. En tous les cas, personne ne voit un scénario pareil revenir pour le moment. Et la demande est revenue en pleine force, surtout aussi avec le fait que la peste porcine africaine est maintenant sous contrôle en Chine et que donc il y a une forte demande pour le tourteau. Ce qui est intéressant, et même je vous dirais nettement plus intéressant, c'est vraiment les importations de maïs. Normalement, la Chine est un petit acheteur de maïs, 3, 4, 5 millions de tonnes par année. Regardez 2020-2021, les importations chinoises de maïs ont explosé à 26 millions de tonnes et la Chine est devenue du jour au lendemain le premier acheteur mondial de maïs. Actuellement, l'USDA montre un niveau similaire d'importation de maïs pour 2021-2022, 26 millions de tonnes, mais vraiment, ce chiffre pourrait être assez conservateur. Suivante, s'il te plaît. En effet, la question que tout le monde se pose, c'est les importations records chinoises de grains en 2020-2021, est-ce qu'elles vont se poursuivre en 2021-2022? Si on regarde les achats chinois de maïs américain à date pour l'an prochain,
Ces achats totalisent déjà 10,74 millions de tonnes au 20 mai. Donc, plus de 41% de l'estimation annuelle des importations totales de la Chine ont été réalisées. Et là, on ne parle évidemment que de maïs américain parce qu'on n'a pas des données sur des autres origines. Donc, tout indique que la demande chinoise va se poursuivre à pleine vitesse. Suivante. Ici, juste un bref portrait de la situation du blé. On vous montre les 4 principaux exportateurs mondiaux, hors États-Unis évidemment, Australie, Russie, Ukraine et Union européenne. Si on commence par la gauche, l'Australie, évidemment, c'est l'hémisphère sud, rappelez-vous, on regarde la colonne du milieu. Ils ont produit une meilleure récolte en décembre, janvier, parce que c'était la fin d'un cycle de sécheresse. Et donc, leurs exportations sont projetées à 22 millions de tonnes cette année. Les autres pays, là, on peut regarder plus la colonne de droite, qui est la prévision pour 2021-2022. La Russie va demeurer le premier exportateur mondial de blé avec 40 millions de tonnes. Les ventes de l'Union européenne rebondissent à 33 millions de tonnes parce qu'ils ont semé plus de blé d'automne et donc vont avoir une meilleure production. Et finalement, l'Ukraine devrait avoir une production plus proche de la normale cette année et donc leurs exportations devraient elles aussi rebondir à un niveau plus habituel de 20 millions de tonnes. Et là, je cède à Étienne. Parfait. Donc, on va parler du marché local maintenant. Donc, en termes d'ensemencement, selon les données du 28 avril dernier, on montre qu'au Canada, on va semer davantage d'orge et de canola. Donc, même une croissance assez exceptionnelle pour l'orge, aux dépens du blé et de l'avoine qui demeure quand même à un niveau là, assez faible au Canada. Au niveau de l'Ontario, qui est notre compétiteur, si vous voulez, là, en termes de province, on voit qu'il y a une certaine tendance, c'est que le maïs et le soya, les superficies augmentent au détriment des autres céréales. Et donc, on peut voir également le même pattern là, au niveau, la même tendance au niveau là, du Québec. Donc, une augmentation des superficies de maïs, une augmentation des superficies de soya. D'ailleurs, le soya devient pour la deuxième fois la première culture en importance en termes de superficie ensemencée au Québec. Les superficies de blé diminuent, étant donné les conditions difficiles de l'année dernière. L'orge et l'avoine demeurent à des creux, pas historiques, mais demeurent à des creux assez importants. Donc, ça va être une faible production au niveau de l'orge et de l'avoine au Québec et une légère augmentation au niveau du canola, mais essentiellement, là, on demeure à des niveaux là, relativement stables. Au niveau de l'offre et de la demande au Québec, désolé, il faut que je tasse une petite fenêtre. Donc, on a établi une production selon les ensemencements prévus par Statistique Canada avec des superficies récoltées moyennes par rapport à ce qui se fait en termes d'ensemencement. On a établi un rendement à 9,8 qui est un rendement moyen par rapport aux 5 dernières années, malgré le fait qu'on a établi quand même 3 années difficiles au Québec. Et donc, ça donne une production de 3,56 millions de tonnes dans la province. Au niveau de la consommation intérieure, on peut voir un rebond important au niveau de la consommation intérieure. Et ça, c'est dû au fait que on revient à un niveau de production et de consommation normal. Donc, l'industrie de l'éthanol revient à la charge. On a également une production de l'élevage qui est plus importante et on revient à un niveau qui était tout à fait normal. Donc, pour ceux qui se demandent comment ça se fait que ça augmente d'autant, il faut savoir qu'avant 2019-2020, la consommation intérieure se retrouvait à peu près à ce niveau-là. Donc, avec un programme d'exportation tout à fait convenable à 450 000 tonnes, on se retrouve avec des stocks de report qui demeurent stables au Québec, c'est-à-dire à 500 000 tonnes des stocks à la ferme, avec un prix moyen qui, pour l'instant, c'est une prévision. Évidemment, là, tout peut changer, là, mais on est autour de 260 à 290 la tonne au Québec. Donc, en termes de superficie, en termes d'état des cultures, devrais-je dire, le mois de mai a été très sec. Il faut savoir que
Puis les semis, ça a accéléré les semis, mais il faut savoir également là, que le temps était sec, là, pas juste au mois de mai, mais les mois avant. Donc, on a un certain déficit hydrique là, qui a été accumulé au cours des dernières semaines. Bon, là, aujourd'hui, il pleut, là, mais essentiellement, là, on prévoit plutôt du temps sec au cours des prochains jours, ce qui fait en sorte que le stress hydrique est loin d'être réglé. Également, il faut noter qu'il y a eu un gel autour du 26 au 28 mai dans plusieurs régions, notamment des régions plus nordiques au Québec. Pour l'instant, on est encore à l'étape d'évaluer les dommages qui ont été causés, même que certains producteurs nous parlent plutôt d'un retard au niveau là, de la levée. Mais pour l'instant, on est encore à l'étape d'évaluer les dommages. Également, le 29 juin, Statistique Canada va faire une mise à jour de ces superficies ensemencées. Donc, on aura un meilleur portrait de ce qui s'est fait au Québec, mais essentiellement, on peut dire que les semis ont été pratiquement complétés au niveau du maïs soya. Il reste encore quelques superficies en termes de céréales. Au niveau des prix courants, donc, évidemment, comme vous le savez, là, les stocks sont très serrés au Québec en termes de maïs et de soya, ce qui fait en sorte que ça crée une pression à la hausse au niveau là, du prix, mais également au niveau de la base. Donc là, on voit que le prix est à la hausse. Évidemment, c'est entraîné en partie par le contrat à terme qui lui aussi est à la hausse. Mais comme vous pouvez voir, les bases sont également à la hausse dû au fait que, bon, comme je l'ai dit, les stocks sont très serrés. Ce qui fait en sorte qu'on a des prix très intéressants pour le prix courant. On a même atteint un prix à 380 la tonne. Et après ça, on se retrouve plutôt là, entre le 360 et le 380 présentement. Au niveau des céréales, on peut voir là, que le prix a été soutenu. Donc, la hausse des prix qu'on a vu au niveau du maïs et du soya ont soutenu le prix des céréales à la hausse, qui fait en sorte qu'on se retrouve à des prix qui sont excessivement intéressants pour les céréales. Et maintenant, je laisse la parole à Ramzi. Bon, alors, regardons maintenant la nouvelle récolte. Pour le maïs, écoutez, les prix avaient atteint et même dépassé le seuil des 300 la tonne. Il y a eu un petit fléchissement quand même au cours des derniers jours qui a suivi le mouvement boursier. Mais au moment où je vous parle quand même, les prix du maïs nouvelle récolte sont au-dessus de 290 la tonne prix à la ferme. Des niveaux quand même extrêmement intéressants. Au niveau des bases, on voit que celles-ci ont été sur une pente haussière jusqu'à très récemment. Là, il y a eu un certain fléchissement, probablement dû à deux facteurs. D'une part, le dollar canadien qui lui-même quoique là, non, on parle en dollars canadiens. Je vous dirais, le fléchissement des bases est principalement dû au fait qu'on anticipe une bonne production au Québec. On a semé tôt, mais d'un autre côté, comme l'a dit Étienne, c'est sec, donc il faudra voir. Mais bon, veut pas, on sème tôt, donc les gens sont relativement positifs aux perspectives. Prochaine, Étienne. Écoutez, pour la nouvelle récolte, le portrait était très clair. Les prix étaient à la hausse, hausse. On avait atteint du 625-630 la tonne. On vous montre ici une certaine baisse en dessous de 600 la tonne, prix à la ferme. Mais quand je regarde les derniers prix qu'on affiche, écoutez, on est revenu au-dessus de 600 la tonne pour la récolte. Donc, on parle, au moment où je vous parle, d'environ 620 à 622 dollars. Ce qui est encore plus intéressant, là, on va parler de la base américaine parce qu'on parle du soya qui est principalement un grain d'exportation. Regardez la ligne, le zéro. Le zéro est souvent un petit peu le point d'équilibre par rapport à la fève. On avait quand même des bases un peu négatives. Là, elles sont devenues encore plus négatives. On avait juste atteint le zéro, on est tombé jusqu'à moins 30 cents du boisseau. Ça vient peut-être un peu contrebalancer le fait que les prix en dollars la tonne sont quand même très élevés. Mais avec tout ce que d'ailleurs on a vu par rapport à la fève, ce ne serait pas du tout surprenant de voir les bases du soya en dollars US se raffermir quand même parce que c'est un marché qui va demeurer quand même très serré. Suivant. Alors, la conclusion. Écoutez, on va commencer par le Brésil. La sécheresse au Brésil est maintenant irréversible. Même si vous entendez qu'il pourrait y avoir des pluies la semaine prochaine ou celle d'après, c'est trop tard. La question, c'est quel va être le rendement?
avec les dommages qui ont été enregistrés. Est-ce qu'on parle de 90 millions de tonnes, plus ou moins? 102 millions de tonnes l'an passé, donc c'est certain qu'on va être en dessous. Le rapport de l'USDA la semaine prochaine nous donnera une première indication, mais très partielle, parce que probablement que les analystes américains vont attendre les chiffres officiels brésiliens qui, eux, ne sortiront pas avant la fin juin ou même juillet. Deuxième point, je pense qu'il a été fait quand même très clairement par Étienne et moi, même avec de bonnes récoltes, voire de très bonnes récoltes, l'année 2021-2022 s'annonce très serrée aux États-Unis. C'est un fait. Maintenant, il faudra voir évidemment les superficies ensemencées le 30 juin et évidemment le rendement, mais ça va rester très serré. Troisième point, le marché table sur des superficies ensemencées aux États-Unis nettement plus élevées que les intentions. C'est même plus que table, le marché est convaincu qu'avec les prix qu'on a connus et les bonnes conditions des semis, qu'on va avoir 93, 94 millions d'acres de maïs et celles du soya vont être à 88 ou même 89. Écoutez, la réponse le 30 juin. Donc, on va quand même avoir un marché qui va rester très nerveux et volatile pour les prochaines semaines. Je rajouterai peut-être un dernier point qui n'est pas sur cette diapo. On l'a mentionné, Étienne l'a bien couvert. On a quand même un déficit hydrique important au Québec et en Ontario aussi, soit dit en passant. Bon, écoutez, un mois de mai très sec, c'est quand même positif. Les producteurs ont pu semer très vite. C'est bon. En autant que les pluies soient au rendez-vous maintenant. Bon, c'est sûr, aujourd'hui, il pleut, mais quand je regarde les prévisions météo pour les 2 prochaines semaines, elles valent ce qu'elles valent, évidemment, mais on nous montre très peu de précipitations pour la plupart des régions du Québec. Si c'est le cas, et j'ai bien dit si, à partir de la mi-juin, on pourrait commencer à devenir carrément inquiet. Mais écoutez, on ne sait pas ce que Dame Nature nous réserve. On verra bien, mais au moins, les semis ont eu lieu dans de bonnes conditions. Alors, si vous voulez nos contacts, les voici, Étienne des Amis, donc nos courriels, téléphones et autres. Et puis là, je vais repasser la parole à Sarah. Merci Ramzi, merci Étienne pour votre présentation. Donc, on serait rendu à la période de questions. Si vous avez une question, vous pouvez utiliser l'outil Lever la main. Dépendamment de votre version de Zoom, ça peut être une main bleue ou une main jaune. Vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat. Donc, la parole est à vous. Messieurs, Vincent Cloutier, je vais vous faire travailler un peu, ça vous va. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Bonjour Étienne, bonjour Ramzi. Merci beaucoup pour l'excellente présentation, comme d'habitude, très claire sur les prix, les éventuels rendements, les stocks, etc. J'aimerais vous entendre sur les marges à la production compte tenu du retour des carburants fossiles à un niveau un petit peu plus traditionnel, des prix des fertilisants très élevés cette année. Qu'en est-il de la ligne du bas? Et autre question, je ne vous demanderai surtout pas de prévoir la météo pour l'été qui s'en vient, mais quelle est la corrélation historique entre une bonne saison des semis en Amérique du Nord, comme ce qu'on a eu, et le volume et la qualité de la récolte? Est-ce que c'est lié d'une quelconque façon ou est-ce que ça ne l'est pas du tout? Merci beaucoup pour ces deux questions-là, messieurs. Vincent, peut-être je commencerai par ta deuxième question. La première, la marge de profit, franchement, je n'ai pas une bonne connaissance là-dessus, mais peut-être Étienne voudra commenter. Mais pour ta deuxième question, je te dirais, il n'y a pas une bonne corrélation entre la date des semis et le rendement final. C'est clair d'un niveau statistique. Ceci étant dit, quand même, veut pas, quand les semis ont lieu tôt, et je dirais dans de bonnes conditions, c'est quand même positif. Ça vient donner, disons, un élan optimiste aux projections et évidemment, ça amène une certaine pression sur les prix parce que, bon, ça se présente bien. Puis, je te dirais, Vincent, avec la situation tellement serrée aux États-Unis, ça ne prend pas grand-chose pour remettre le feu aux poudres. On l'a vu dans les derniers jours. Les prévisions météo ont basculé pour les prochains jours pour le Midwest. Là, on s'attend à peu ou pas de pluie dans beaucoup de régions.
Honnêtement, pour 5 à 7 jours, il n'y a rien de dramatique là, mais ça a suffi à inquiéter énormément le marché. Parce que le marché table non seulement sur des superficies très élevées, mais aussi, évidemment, sur de très bons, voire d'excellents rendements. Étienne, pour la première partie de la question, je ne sais pas. J'avoue que je ne regarde pas vraiment non plus les marges de profit des producteurs. Par contre, il faut quand même noter qu'au niveau du prix des intrants, novembre, décembre et même à la limite, là, un peu janvier, les prix étaient relativement bons, malgré le fait que les prix étaient à la hausse au niveau des grains. C'est vraiment à partir de février et mars là, que le prix des intrants a vraiment explosé. Donc, pour les producteurs américains qui ont couvert là, leurs besoins en intrants dès novembre-décembre, ben, c'est sûr que la marge de profit demeure très intéressante, mais ça serait vraiment là, très, très avancé de ma part là, de me dire là, que malgré le fait que les prix des intrants sont excessivement élevés présentement, le prix des grains permet de couvrir leur coût de production. Là, je ne serais vraiment pas dans cette question-là. Je peux peut-être y aller avec une question pour Ramzi, question de dynamiser la conversation et voir si ça ne va pas inciter d'autres personnes à poser d'autres questions. Ramzi, d'après toi, qu'est-ce qui arriverait si finalement le 30 juin aux États-Unis, on nous annonce que les superficies ensemencées sont égales à ce qu'on pensait le 31 mars? Pour moi, si au 30 juin, l'USDA nous revient avec des superficies ensemencées d'environ, on va dire, 91 millions d'acres de maïs et 87 millions d'acres de soya, le marché va exploser à nouveau. Ça, c'est très clair. C'est très clair qu'on repart en hausse immédiate. Dans un tel scénario, avec en plus le Brésil qui verra ses chiffres confirmés d'ici le 30 juin, on pourrait facilement gagner un autre dollar du boisseau pour le maïs, 2 dollars sur le soya, peut-être même plus sur le soya, qui sait. Mais ce serait vraiment la goutte qui ferait déborder le vase. On va le dire comme ça. Oui, puis je vais renchérir sur ce que dit Ramzi. Dans les derniers temps, là, on a vraiment vu un phénomène baissier au niveau des contrats à terme. Et ça vient du fait que les marchés anticipent une plus grande production là, au niveau aux États-Unis là, en termes là, de la prochaine récolte. Donc, si l'OSDA vient confirmer que les chiffres du 31 mars sont valides, ben les marchés, eux autres, anticipaient beaucoup plus. Donc là, ça viendrait vraiment squeezer le marché. Là. Je pense que c'est terminé. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents avec nous ce matin et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci.